Voilà, donc soyez les bienvenus pour cette journée, j'en suis particulièrement content, heureux, car l'idée de cette journée n'est pas tant de faire de la com', mais c'est plutôt de briser une solitude dans laquelle chacun d'entre nous peut être enlisé face à cette situation. Alors comme moi, de là où je suis, vous avez observé, vous avez été interpellé, vous avez parfois vécu un certain nombre d'événements douloureux qui ont touché des jeunes et pour certains de manière dramatiquement irréparable. Et il faut ajouter tous ces courriels, toutes ces lettres hebdomadaires, presque journalières, qui nous arrivent à la direction diocésaine pour dénoncer les insatisfactions, les différends, les conflits, et dans la plupart de ces courriers, sous forme de souffrance ou de menaces parfois, revient sans cesse le mot harcèlement. Alors je m'interroge, pourquoi cette situation, cette inflation de situation de harcèlement? Pourquoi en est-on arrivé là? Alors moi je ne peux pas croire que nous aurions aujourd'hui des enseignants, des personnels éducatifs plus aveugles qu'avant, moins engagés, moins courageux, ou des établissements plus laxistes. Je ne peux pas croire que nous aurions des parents, premiers éducateurs de leurs enfants, qui seraient moins avertis, qui ne discerneraient pas des situations de harcèlement à de simples disputes, brimades, de jeux de gamins. Et je ne peux pas croire que nous aurions des jeunes plus turbulents, plus ignorants des souffrances qu'ils peuvent infliger aux autres, plus agressifs, plus violents. Donc qu'est-ce qui se passe? Sommes-nous, nous tous, adultes, accompagnants, à côté de la plaque? Y a-t-il des signaux d'alerte que nous ignorons, qui ne s'animent pas ou qui s'animent plus en nous? Ces jeunes ne trouvent-ils plus, ou en tout cas moins qu'avant, les moyens dans nos institutions pour se défendre? Ne savons-nous plus gérer ces incidents de vie quotidienne de jeunes, d'ados, entre un laisser-vivre éducatif et un interventionnisme autoritaire? Devant ces situations de souffrance, s'installe progressivement et sournoisement une culpabilité qui nous ronde notre quotidien, qui prend la tête, ou une immobilité protectionniste, qui ne fait plus rien et qui interdit toute l'action. Tout le contraire du projet éducatif de l'enseignement catholique. Alors nous souhaitons aujourd'hui éclairer ces routes, baliser des chemins. Merci par avance à tous les intervenants de nous mettre en route ou de continuer ce chemin. Merci. Michael, c'est l'heure, dépêche-toi ma puce, dépêche-toi, allez. C'est belle ma puce. L'entrée en 6ème, c'est quelque chose quand même. Hein. Il est beau ton pull, hein. C'est papa qui l'a acheté. Je claque. Je suis stressé, moi, je suis stressé. Oui, arrête, tu vas me faire peur, là. Oh, je suis stressé, en plus, quoi, laisse tomber, quoi. Marche au barrage, en plus. Putain, mais je flippe. Ouais, faut des bons résultats, hein. Ah, c'est ça. Hé, tu m'envoies un texto, hein. Oui. Même s'ils veulent pas que tu fasses en clair, tu m'envoies quand même, hein. Il faut les frappes, je le sais, il faut entrer du bureau, alors. Ça va, quoi? Je suis trop contente. Putain, moi, je file des grands trucs, hein, franchement. Ça me fait trop flipper. Oui, non, mais ça va aller, t'inquiète pas. Et franchement, on est dans la même classe, donc c'est cool. Putain, il y a rien de ton pull. Maintenant, c'est quoi ton truc déjà? Il est tout pourri ton machin. Si, ouais, c'est vrai. Non, mais franchement, il est tout pourri ton machin. C'est parce que j'allais le jeter. Puis... En même temps, il va bien avec ta tête. Non, mais c'est vrai, ça va bien avec ta tête. Faut peut-être plutôt faire ça, il y a toute une voiture. Une Twingo, mais c'est pas... Twingo! C'est pour ça que tu t'appelles Mégane, en fait. Bon, allez, hé. Benjamin, t'oublies pas, hein. D'accord? Octobre. Bon, vas-y, tu m'as fait ton truc ou quoi, là? Le truc, là, tu l'as fait ou tu l'as pas fait? Putain, faut toujours tout réclamer, quoi. Putain, mais change ton pull, tu vois pas, lui, tu vois pas la petite tête que t'as, pas ça. On accueille maintenant le docteur Guy Cordier. Et bonjour à tous. Des récentes études ont fait apparaître, à la stupéfaction de beaucoup de monde, qu'un enfant sur 10 connaît à un moment ou à un autre un problème de harcèlement, que ce soit à l'école ou au collège ou au lycée. C'est une statistique qui peut nous apparaître un peu surprenante par son importance. Elle s'explique, je crois, en grande partie par le silence des élèves harcelés.
qui hésitent parfois pendant très longtemps avant d'oser en parler, par peur des représailles, parce qu'ils se sentent honteux. On sait que les conséquences peuvent en être très préjudiciables. Il m'a paru important, dans un premier temps, de comprendre qu'il y a en chacun de nous une part nécessaire d'agressivité. L'agressivité au sens psychique du terme, c'est ce qui nous permet, tout au long de notre développement psychique, de nous affirmer dans notre singularité. Alors, agressivité, violence. L'agressivité, dans le vocabulaire du psychisme humain, c'est un élément indispensable dans la construction de notre personne, dans la mesure où il est à la base d'une nécessaire affirmation de soi. Nous ne pourrons pas nous suffire à nous-mêmes. Nous ne pouvons pas être comblés en permanence. Et nous aurons besoin d'un autre, des autres, toute notre vie pour répondre à certains de nos besoins. Et je dirais, c'est à partir de ce moment-là, quand nous prenons conscience de l'autre différent de nous, que nous prenons aussi conscience que l'autre est celui qui peut à la fois me gratifier et aussi celui qui peut, à d'autres moments, me frustrer. D'où la naissance en chacun de nous de ce qu'on appelle l'ambivalence, ce mélange d'amour et de haine vis-à-vis de la même personne. Oui, prenons conscience que nous nous sommes construits, que nous existons aux yeux des autres, grâce à cette force de vie présente en nous, qui nous différencie de l'autre, d'un autre que nous reconnaissons comme sujet au même titre que nous. La violence, puisque nous essayons de la distinguer de l'agressivité, la violence, c'est l'expression d'une agressivité mal maîtrisée, qui a pour but de nuire à l'autre, de l'humilier, voire de le détruire. Si l'agressivité est ce qui nous permet d'exister, de nous différencier de l'autre, la violence, au contraire, se caractérise par une rupture du lien avec autrui. L'autre, dans la violence, cesse d'être représenté comme personne aux yeux de celui qui exerce au moment même cette violence. Dans la violence, il y a une transgression des règles sociales qui régissent les rapports humains. La représentation de l'autre semble disparaître au profit d'une pulsion incontrôlée qui nie l'existence de l'autre. Le harceleur s'inscrit dans une stratégie répétée et déterminée qui vise à détruire sa victime. Il est donc nécessaire, voyez, de reconnaître la part de violence présente aussi en chacun de nous comme l'expression non maîtrisée d'une agressivité fondamentale qui nous constitue. Et vous le savez, toute éducation vise à contenir cette violence, car toute éducation doit ouvrir à l'altérité, à la reconnaissance de l'autre, car nous sommes avant tout des êtres de relation. Comment définir le harcèlement ? On pose une définition assez complète, je pense. C'est être soumis de façon répétée et à long terme à des comportements agressifs visant à porter préjudice, à blesser, à mettre en difficulté de la part d'un ou de plusieurs élèves. C'est donc une situation intentionnellement agressive, induisant une relation d'asservissement psychologique, se répétant régulièrement. 4 notions sont présentes dans toute situation de harcèlement. L'intentionnalité de nuire, l'absence de bénéfice direct pour le harceleur, c'est ce qui distingue par exemple du racket. 3e, la fréquence, la répétition de ces situations. Enfin, 4e élément, dans toute situation de harcèlement, les répercussions pour le harcelé. Toutes les formes de harcèlement sont fondées sur le rejet de la différence et donc sur sa stigmatisation, que ce soit au niveau de l'apparence physique, que ce soit au niveau de l'identité de genre, que ce soit au niveau d'un handicap, que ce soit au niveau d'une appartenance à une minorité sociale ou culturelle. On va donc parler, je dirais, de harcèlement physique, sexuel, matériel, alimentaire, sans compter ce que se développe malheureusement beaucoup, le cyberharcèlement. Alors, puisque nous en sommes à parler des signaux d'alerte,
La difficulté à mettre en évidence les problèmes de harcèlement tient en grande partie au fait que les élèves harcelés gardent le silence. Nous oublions trop facilement qu'un enfant, qu'un adolescent n'a pas la même capacité qu'un adulte à dire les choses, à les dénoncer. Nous oublions aussi peut-être que pour cet élève harcelé, de façon répétitive, sous le regard d'adultes qui ne voient rien, n'interviennent pas, la confiance qu'il pouvait mettre en ceux-ci est sérieusement ébranlée. Il faut comprendre surtout que ces violences répétées à son encontre sapent considérablement la confiance en soi de celui qui en est victime. Oui, nous le savons tous, il n'est jamais simple de demander de l'aide, car cela suppose d'avoir suffisamment confiance en soi et confiance en cet autre qu'on sollicite. Il n'est jamais simple d'exposer ses limites, ses fragilités, ses incapacités. L'enfant, l'adolescent harcelé, souffre au départ, c'est une caractéristique de tout élève harcelé, d'un narcissisme défaillant. Il est peu assuré de lui-même, peu assuré de ses qualités, de ses capacités. Il pense n'exister que dans le regard de l'autre, de ce que les autres lui renvoient. Le harceleur a perçu cette particulière fragilité et l'emprise qu'il arrive alors à exercer très vite sur cette personnalité fragile, vulnérable, qui se soumet sans rien dire, sans se rebeller à ces humiliations répétées. C'est un attrait irrésistible pour le harceleur. Et ce d'autant plus, et c'est une notion importante à comprendre, ce d'autant plus que tout harceleur partage avec sa victime une même image négative de lui-même. Il y a chez tout harceleur une peur très réelle de se montrer faible aux yeux des autres, un refus inconscient de toute fragilité, de toute faiblesse, d'où chez lui ces comportements visant à instaurer une domination, lui donnant une sensation de toute puissance, que seule cette répétition vient l'assurer en permanence de son pouvoir de domination, et venant ainsi masquer sa peur d'apparaître faible aux yeux des autres. Raison pour laquelle le harceleur, dans l'exercice de son pouvoir, va rechercher aussi la caution des autres, des témoins. Ceux-ci, en ne protestant pas, en renonçant à dénoncer ces situations répétitives de harcèlement, ceux-ci reconnaissent en quelque sorte son pouvoir de domination et le renforcent dans son exercice de toute puissance par leur adhésion silencieuse. Pour l'enfant harcelé, cela vient renforcer chez lui l'idée qu'il n'a que ce qu'il mérite. Ce que nous pouvons appeler les signaux d'alerte, les stratégies d'évitement qui visent à diminuer l'exposition au risque, changer les modalités du trajet domicile-établissement, ne jamais aller aux toilettes, endroit très dangereux, manger très vite à la cantine, manger seul, éviter les temps de récréation, se réfugier le plus souvent possible au CDI, ou fréquenter assidûment l'infirmerie sous des prétextes divers. Et puis, on verra aussi, chez l'élève harcelé, les troubles anxieux, avec leurs traductions symptomatiques multiples, les troubles du sommeil, troubles de l'endormissement, réveil nocturne, les céphalées, maux de ventre, les prises médicamenteuses visant à diminuer le stress, à échapper en partie à une réalité anxiogène. On verra aussi chez certains élèves harcelés la cyberaddiction permettant d'échapper à une réalité trop cruelle. On verra aussi les difficultés scolaires, notamment une baisse significative et surprenante des résultats. On verra aussi les conduites auto-agressives, scarifications multiples, fugues, pratiques dangereuses, tentatives de suicide. On verra de la dépression, des troubles de l'humeur, une perte d'envie, un repli sur soi, des troubles du sommeil. Il n'existe actuellement aucun outil diagnostique pour évaluer le harcèlement scolaire.
Hélène Romano a passé en revue un certain nombre de points qui doivent aussi encore attirer l'attention des enseignants. Les propos négatifs, humiliants des élèves concernant son physique, son mode vestimentaire. Le fait qu'il est souvent bousculé, qu'il n'a pas de camarades, que quand il est absent, personne n'en connaît les raisons de son absence. Le fait qu'il recherche le plus souvent le contact des adultes, ou qu'il tente de se mettre toujours au premier rang de la classe, le long du mur de préférence. C'est un endroit où il se sent relativement isolé. Ou qu'il se retrouve seul pour les exposer, ou qu'il arrête brusquement de participer en classe, quand même il serait capable de répondre. Ou le fait encore qu'il dit oublier ses affaires alors qu'elles lui ont été subtilisées. Que ses vêtements soient régulièrement tachés, abîmés. Alors si les signes d'alerte sont, nous venons de le voir, très variés, suffisamment explicites pour attirer l'attention du personnel éducatif, comment expliquer qu'ils ne suffisent pas, en fin de compte, pour être reconnus? Comment expliquer que la découverte d'un comportement de harcèlement au sein d'une institution scolaire soit si difficile à reconnaître, et quand elle est reconnue, fasse l'objet, la plupart du temps, d'une réelle surprise, d'un étonnement complet? Probablement parce que les actes d'incivilité, les comportements agressifs entre élèves sont devenus d'une plus grande fréquence et qui nous paraissent ressortir d'une sorte de banalité. D'où ces commentaires, ces phrases régulièrement entendues, qui apparaissent comme autant d'idées reçues concernant les situations de harcèlement. Ça a toujours existé. Ce sont des histoires d'enfants. Les harcelés ne sont pas toujours innocents. Le cyberharcèlement, ça ne concerne pas l'école. On ne peut rien contre l'effet de groupe. Quand le harcèlement s'arrêtera, il sera vite oublié. Enfin, tous ceux qui se sont intéressés à ce problème du harcèlement, quand ils ont essayé de comprendre comment de tels comportements ont pu échapper si longtemps à la vigilance des adultes, ont mis en évidence un défaut de vigilance de leur part, notamment dans les endroits où ces violences s'exercent le plus souvent. Cours de récréation, cantine, couloir, toilettes. Ce qui a changé récemment, c'est la prise de conscience, c'est la reconnaissance de ce phénomène. En conclusion, vous voyez, l'école, le collège, le lycée sont les lieux où l'on apprend à vivre ensemble. Il n'est donc pas anormal que des difficultés puissent surgir dans l'établissement des liens. Et les violences exercées ou subies y ont leur part comme partout ailleurs. Il ne s'agit pas de les nier, ni de les exagérer. Il s'agit, et je crois que c'est le sens de cette journée, il s'agit avant tout d'abord de les reconnaître comme existants et de réfléchir aux moyens pour minimiser leur fréquence et leur impact et élaborer un certain nombre de règles de base du vivre ensemble. Je vous remercie de votre attention. Plus besoin de thérapie de couple. Ah bon? Je viens de voir Guy Cordier. Où ça? J'ai tout compris. C'est qui celui-là? Guy Cordier. Qui sorti là? On va lui mettre une banderole dans le salon. Guy Cordier, mon Guigui, tu m'as sauvé mon coup. Cordier, le mec jugé flic là On va parler du cyberharcèlement. Le docteur Cordier a parlé tout à l'heure des témoins. Moi, je parle de la responsabilité du clic. Dans le harcèlement, à travers les médias sociaux, ce qui est terrible, c'est que souvent on dit « ça va plus vite, ça va plus loin qu'avant, ça dépasse la simple cour de récréation ». Et c'est vrai. Mais peut-être parce qu'on ne travaille pas assez avec nos jeunes sur la responsabilité du clic. Quand je partage quelque chose, je suis autant responsable que celui qui a diffusé l'acte malveillant. Alors, ce numérique, il est présent partout. Mais il n'y a aucun code de la route et il n'y a aucun permis. Ce n'est pas l'outil qui est en cause, c'est ce que nous en disons et ce que nous faisons. Merci.
Il est trop intellectuel pour moi. Est-ce que vous avez une voiture? Est-ce que vous avez une voiture? Là, c'est ça, c'est oui ou non. C'est binaire, c'est 0 ou 1. Alors, quand et comment vous êtes-vous aperçu que votre fille était harcelée? J'ai eu 3 alertes avant de prendre conscience qu'elle était harcelée. Pour moi, il est important que autant la personne qui se fait harceler soit soutenue, mais aussi que les personnes qui harcèlent, parce que si elles harcèlent, ce n'est pas sans motif, elles ne se rendent pas forcément compte de ce qu'elles font, et il est aussi important de les aider. Et puis je voulais dire aussi que si les adultes ils disent oh bah c'est pas grave, ça va aller, faut vraiment insister, leur montrer que vraiment que bah ce qu'on vit c'est pas normal, que c'est dur, que ça nous pourrit la vie, que on n'a pas à vivre ça et qu'il faut insister jusqu'à ce qu'ils se rendent compte et qu'ils fassent quelque chose. Prendre en charge le harcèlement aujourd'hui, parce que c'est une véritable politique publique, mais qui a une véritable prise en charge depuis 2012. La responsabilité de l'État est engagée pour un défaut d'organisation du service. Il n'est pas rare que des familles se retournent contre l'institution scolaire. Et si on regarde les chiffres plus récents de l'année dernière, au niveau académique, eh bien, nous avons traité en académie 370 situations. Alors, bien entendu, ces chiffres concernent les situations que nous traitons, aussi bien enseignement public qu'enseignement privé, et aussi bien les situations donc, du premier degré que du second degré. Alors, le dispositif national, le plan national donc, de lutte et de prévention du harcèlement, repose sur 4 étapes. Première étape, sensibiliser et s'engager. Le deuxième plan d'action repose sur la formation des personnels. Il reste encore à former dans les établissements ou en réseau d'établissements les enseignants. Pour mieux agir sur les élèves spectateurs, eh bien depuis 2 ans, on développe des formations d'ambassadeurs lycéens et d'ambassadeurs collégiens, qui vont pouvoir travailler sur à la fois l'empathie auprès de leurs camarades, qui vont être capables de dire à un moment donné stop, et qui vont peut-être pouvoir aussi à un moment donné, bien plutôt que de rire de ce qui se passe, être dans une posture, dans une attitude bienveillante, encourageante, accompagnante. Troisième plan d'action, prévenir. Prévenir, les outils sont à disposition, sont sur le site Non au harcèlement. On constate effectivement une augmentation, par rapport à l'an dernier, une augmentation des signalements du premier degré qui représente aujourd'hui un peu plus de 30% des situations que nous traitons, 60% les collèges et à peu près 10% les lycées. La question du harcèlement interroge l'organisation même de l'établissement et de son management. On s'aperçoit notamment que là où le harcèlement fait l'objet d'un traitement inadéquat ou défaillant, ça touche principalement des établissements dans lesquels il y a un problème en termes de communication, d'organisation entre les différents acteurs. Compte tenu, on l'a vu, de la complexité de ces situations-là ne peuvent pas faire l'objet d'une seule personne. Cela nécessite vraiment qu'il y ait au niveau de l'établissement une stratégie d'équipe et d'une bonne communication entre les différents acteurs. Tout ça suppose qu'il y ait effectivement au sein de l'établissement des instances qui permettent de traiter les situations identifiées, qu'il y ait une bonne communication et
que le diagnostic soit clairement posé. Il y a des idées reçues que finalement le harcèlement, ça ne concerne que quelques établissements, ça ne concerne pas notamment les collèges ou les établissements favorisés. Contrairement à ce qu'on peut imaginer, ça concerne fortement les établissements ruraux qui sont très touchés par ces problématiques, notamment quand on a affaire à une famille qui pense qu'à la campagne tout est beau et qui a comme projet de déménager dans une commune où elle n'a pas d'attache. C'est notamment particulièrement vrai d'ailleurs dans les Flandres. La difficulté à laquelle on est confronté, c'est que dans nos établissements, nous manquons parfois d'espace de parole, des temps où les enfants peuvent parler, y compris de ce qui se passe dans la classe. Oh bah Marc, ah bah, t'étais là, je t'avais pas vu. Oh, j'en peux plus. Si Paris, t'as un problème de sciatique? Oh non, mais c'est du harcèlement, ça fait 3h30 que je suis assis à écouter des gens, j'ai envie de pisser, moi. Je suis déprimé, hein. Franchement, je suis venu ici, j'étais motivé, là je suis déprimé. Hein. Tu rigoles. Oh, je te jure. Attends, moi je suis surmotivée. Ouais, tu parles, je dois tout faire, je dois faire maintenant des soirées ambassadeurs. Non, mais c'est génial. Tu mets des toches, des couronnes, tu fais les Rocher. Putain, et moi j'étais content, je me suis dit, allez putain, d'aller tranquille, maintenant t'as 50 balais, tu vas aller dans le premier degré, dans les Flandres, en rural. Moi, ce que je me dis, tu vois, c'est super. Il n'y a aucune stratégie pédagogique. Tout est à faire. Oh putain, non mais t'imagines tout ce que je dois faire. Déjà, moi je fais des parcours santé, maintenant je dois faire de la prévention, je dois faire de la stratégie d'équipe. Ça, il faut déjà que j'ai une équipe. Toutes deux psychologues à la direction diocésaine de Lille, nous intervenons en école, mais aussi en collège et lycée, où nous proposons régulièrement aux jeunes des permanences psychologiques au sein de leurs établissements. Bien souvent, les équipes éducatives n'ont pas conscience qu'il s'agit d'un processus qui engage le groupe classe entier. Il n'est pas simplement question d'une dispute ou d'un conflit entre deux camarades, comme peuvent le penser parfois trop facilement certains membres des équipes éducatives. Mais le harcèlement, qu'est-ce que c'est? Si ça se répète souvent, c'est du harcèlement. Il nous est alors paru nécessaire, sinon incontournable, de nous préoccuper de la question de la prévention. Nous avons donc expérimenté depuis 2 ans une séquence éducative auprès des élèves de cycle 3, CM1, CM2 et 6e. Notre objectif premier est de sensibiliser les élèves au harcèlement scolaire et à ses conséquences. Il s'agit également pour eux de comprendre, à leur niveau, les mécanismes qui le sous-tendent afin de mieux repérer et prévenir ce phénomène. Travailler avec les enfants seuls n'est pas suffisant et nous avons bien sûr associé l'équipe éducative à la poursuite de notre projet au sein de l'établissement. Suite à notre intervention, nous constatons que les membres de l'équipe éducative se montrent plus vigilants face aux micro-violences quotidiennes. Ils échangent et croisent leurs points de vue au moindre doute, signe que ce travail de prévention porte ses fruits, si petits et grands s'y engagent. Sont présents aujourd'hui Agnès Greenberg, éducatrice spécialisée, Virginie Huette, psychologue, et Mathieu Anquet, éducateur spécialisé. Alors, on peut remarquer quelque chose d'étonnant et de saisissant quand on lit l'ensemble du poème, c'est que, effectivement, il a été écrit en 1830. Donc, que peut-on dire de l'âge de Victor Hugo au moment de l'écriture de ce poème? Clément? Il avait 28 ans. Eh oui, très bonne réponse. Effectivement, 28 ans. Merci Clément. Putain, mais qu'est-ce qui m'énerve à toujours faire son lèche-cul? Il commence trop à prendre la grossette, ce mec. Je le remettre à sa place, moi, il va rien comprendre. Bisutage sur l'intello, rendez-vous à la récré devant les toilettes. Tiens, fais passer. Nous allons voir ensemble en prenant quelques indices. Ah ouais, cool un bisutage, ça pourrait être drôle. Si j'y vais, je pourrais plus facilement rentrer dans leur groupe. Ouais, c'est une bonne idée. Déjà Napoléon percé. J'en ai marre qu'on se moque tout le temps de moi. Peut-être que si je me moque des autres, moi aussi, on arrêtera de m'embêter. Tiens, fais passer. Alors dans Besançon. J'aime bien quand Maxime se fout de la gueule des intellos. En plus, il est trop beau quand il s'énerve. C'est vrai qu'il mérite un bon bisutage. Il me fait chier à se la péter tout le temps. On va lui donner une bonne leçon à ce petit con.
J'ai pas trop envie de voir ça, mais si j'y vais pas, Maxime va encore me faire chier. Alors, j'ai pas trop le choix. Fais attention à Maxime à la récré. Quoi? Oh non! Il va encore me prendre mes lunettes et me traiter d'un télo devant tout le monde. C'est peine qui va me frapper. Des fois, j'aimerais être invisible ou plus exister. J'ai peur d'aller au collège. J'en ai marre de tout ça. J'en ai marre. Ce qui nous a intéressé, c'est qu'en intervenant avec différents groupes classes, 89% des interventions qu'on fait, tout le monde ressort en disant le harcèlement c'est mal. Je ne harcèlerai plus mon petit camarade, je l'insulterai plus. Ça s'appelle de la prévention primaire et au bout d'une semaine, 2 semaines grand maximum, on a tous oublié ce qu'on avait bien appris et la vie reprend son cours et je continue à avoir exactement le même comportement qu'avant. Et du coup, nous, on a fait le constat que si on n'impliquait pas les adultes dans cette question du harcèlement, si ce n'était pas coordonné par une équipe enseignante, éducative au sein d'un établissement, ben, ça ne marche pas. Voilà, je ne vais pas vous faire un jeu de lire l'article 222.3-2-2 du code pénal. Mais ceci dit, ce qui est quand même important à noter, c'est qu'on est bien dans quelque chose qui est pénal. Hein, on est dans la notion plus large d'atteinte à la personne, à l'intégrité physique et psychique, et petit à petit, le législateur, hein, ça c'est l'idée qu'il faut retenir, petit à petit, à partir de cette base juridique, étendu la notion à différents types d'harcèlement. La prévention du harcèlement repose sur un certain nombre de points. Je cite rapidement, un bon climat scolaire, une bonne entente de l'équipe éducative, une possibilité donnée aux élèves de parler de ce qu'ils vivent à l'école, au collège, de leurs attentes par rapport aux adultes. Deuxième point, 3 principes de base, hein, que vous connaissez tous aussi, ne pas agresser les autres, venir en aide à ceux qui sont agressés, faire participer ceux qui sont isolés. Vous voyez, 3 règles simples. Mais je dirais, si elles font partie du projet d'établissement, si elles sont régulièrement rappelées et discutées, vont pouvoir éviter un certain nombre de situations de harcèlement. Troisième point, associer les parents à la lutte contre le harcèlement, très important. Enfin, il faut inscrire, et c'est ça le problème, il faut inscrire ces actions dans la durée. Voilà, en conclusion, je dirais que intervenir dans une situation de harcèlement n'est pas simple. Parce que, inévitablement, cela fait naître en nous des émotions qui sont parfois fort violentes. De cette journée diocésaine, de proposer une approche plurielle et complexe de la question du harcèlement, cette lourde question du harcèlement, est vraiment atteinte. Et j'obtiens parmi tout ce qui a été dit un certain nombre d'idées fortes qui viennent parler, qui viennent percuter et qui sont dans l'interpellation de nos projets éducatifs. Le premier point, c'est la souffrance et vraiment la difficulté de l'emmurement, de s'emmurer dans le silence pour s'épargner d'autres souffrances. C'est une parole du docteur Cordier. Et je trouve que ça vient vraiment alimenter toute la question aussi la question d'intériorité sur laquelle on souhaite travailler, qu'on veut travailler aussi dans nos établissements. Une deuxième, et je retiens aussi, c'est travailler sur l'estime de soi. Le travail de l'estime de soi en établissement scolaire, voilà, où sont les lieux où on cultive. La troisième idée, c'est que je retiens aussi que tous les enfants, chaque enfant peut être harcelé, quel que soit l'établissement, quel que soit le lieu, quelle que soit la forme, et quel que soit l'établissement et les milieux. Ça. Quatrième point, je retiens aussi la parole du parent qu'on a vu. Ne jamais douter qu'on est dans le juste. On est quoi à ça? Tout ce qui tourne autour d'associer la famille dans le traitement du problème. Alors j'ai appris aussi avec les inspecteurs tout ce qui tourne autour des élèves ambassadeurs. Et il y a vraiment une belle idée qui en plus est moderne et quelque chose qui parle au niveau des jeunes.
et de formation de ces élèves-là. Je suis aussi frappé par la réponse collective qui peut être apportée dans ces problèmes-là. Et puis je terminerai par la parole que je trouve prophétique de l'élève qu'on a vu. Et pourquoi j'en parlerai? Parce que c'est normal. Alors cette journée nous a permis de pouvoir réinterpeller la mission éducative de nos établissements. Cette animation diocésaine, c'est un lancement, une étape pour valoriser, pour favoriser toutes les pédagogies innovantes. Qu'elles soient faites pour tous et pour chacun, pour les à venir.